4e conférence consacrée à la prise en charge du cancer colorectal, réalisée dans le cadre du mois Mars Bleu, qui est le mois de sensibilisation au dépistage de ce cancer. On aura l'occasion de reparler de dépistage, en particulier mercredi prochain, le 31, lors d'une séance de rediffusion de toutes les conférences et de réponse aux questions. Aujourd'hui, on va aborder deux thématiques. La première étant le parcours chirurgical dans le cancer colorectal et la deuxième étant l'apport des soutiens qu'on peut avoir, autant sur le plan soutien des associations ou le soutien d'éventuels patients dans le cadre de nouveaux programmes un peu pilotes qu'on appelle les patients partenaires. Donc on va voir toutes ces explications aujourd'hui avec nos trois experts. Le docteur Camille Chakiba, qui est oncologue médical et qui s'occupe de ce projet pilote de patients partenaires. Madame Marie-Laurence Hugues, qui est infirmière spécialisée dans la prise en charge pré- et post-opératoire des patients atteints de cancer colorectal. Et le docteur Grégoire Desaulneux, qui est chirurgien digestif à l'Institut Bergoni. Docteur Desaulneux, est-ce que vous pouvez nous expliquer le parcours chirurgical typique dans le cadre du cancer colorectal localisé? Alors, quand un patient a un diagnostic de cancer colorectal localisé, il est ensuite adressé au chirurgien et à l'anesthésiste en consultation où on va lui expliquer le but du traitement, qui est donc un traitement chirurgical qui va consister en l'ablation de la partie de côlon sur laquelle se situe la tumeur avec l'atmosphère, donc les ganglions autour de la lésion. Donc ce temps de consultation est mis à profit pour faire une évaluation de l'état général du patient, de son état psychologique, de son état nutritionnel. Puis quelques jours après, une dizaine de jours après la consultation, le patient est opéré et ces quelques jours sont donc mis à profit pour optimiser la prise en charge chirurgicale, préparer la sortie, améliorer l'état nutritionnel. C'est aujourd'hui une chirurgie que l'on fait de façon mini-invasive, c'est-à-dire en minimisant au maximum l'impact de la chirurgie sur l'organisme avec des techniques de cœlioscopie, donc sans grande ouverture, et avec des protocoles de ce qu'on appelle de la réhabilitation accélérée pour permettre, encore une fois, que cette chirurgie ait le moins d'impact négatif possible. En pratique, le patient est hospitalisé pendant 3 à 7 jours. On ne met plus en place de façon systématique de drain ou de sonde. On garde une perfusion pendant 24-48 heures. Puis le patient rentre à domicile une fois que l'on s'est assuré que tout allait bien. Il faut attendre ensuite une dizaine de jours pour avoir les résultats anatomopathologiques définitifs, c'est-à-dire l'analyse précise au microscope de la pièce opératoire qui permettra de rediscuter du dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire et de décider s'il y a nécessité ou non d'un traitement adjuvant complémentaire. Quelles peuvent être les conséquences de cette chirurgie? Est-ce fréquent d'avoir recours à une stomie? Alors, effectivement, quand on parle de chirurgie digestive colorectale, on a toujours peur de la stomie. Alors, en termes de conséquences, la chirurgie colique a peu de conséquences, sauf quand il s'agit d'une lésion qui est située au niveau du rectum, c'est un peu différent, mais sinon, pour une chirurgie colorectale, il n'y a pas de conséquences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régime alimentaire post-opératoire particulier. Les patients peuvent manger de tout et reprennent leur transit, et le transit va se régulariser et va redevenir quasiment à la normale en quelques jours. Alors, l'éventualité d'une stomie, effectivement, stomie, poche, arnus artificiel, se conçoit dans deux grands types de situations. Premièrement, soit pour une nécessité anatomique ou oncologique, c'est-à-dire quand les tumeurs se situent au niveau de l'anus ou du très bas rectum et on n'a pas le choix parce que vu l'endroit de la tumeur, on est obligé de sacrifier l'anus, soit en cas de complication, c'est-à-dire que quand on fait une suture sur le côlon, on va faire ce qu'on appelle nous une anastomose, il y a un risque de fuite et en cas de complication, on peut être amené à réaliser une stomie, mais cette éventualité est heureusement rare, de moins de 5%, ça arrive chez moins de 5% des patients. Et en cas de stomie, qui peut m'aider? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un passage infirmier quotidien? Est-ce qu'il y a d'autres ressources? Alors moi je suis donc infirmière stomathérapeute, donc spécialisée dans la prise en charge des patients stomisés. J'interviens dès l'annonce faite par son chirurgien. Cet accompagnement se fait donc en préopératoire, en hospitalisation.
avec la collaboration bien sûr des soignants et de l'équipe pluridisciplinaire, donc des diététiciennes, des psychologues et des kinésithérapeutes. Cette prise en charge se poursuit tout au long donc du parcours sur l'Institut, c'est-à-dire en consultation post-opératoire. Les patients peuvent me joindre, ou leurs proches peuvent me joindre soit par téléphone, soit par mail. Y a-t-il des associations de patients pour que les patients puissent bénéficier d'un partage d'expérience ? Alors, nous avons donc l'association Urilco qui intervient au sein de l'Institut. Il dispose d'une salle, d'un lieu dédié donc à l'IRI, et ils accueillent les patients un mercredi par mois de 14h à 16h. Docteur Chekiba, on entend beaucoup parler en ce moment via l'HAS de patients ressources, patients experts, patients partenaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un patient partenaire ? Un patient partenaire, c'est une personne qui vit avec une maladie chronique et qui, au fil des années de vie avec la maladie, a développé une connaissance fine de cette maladie. C'est un patient qui devient expert de la vie avec la maladie. Donc dans cette approche, les savoirs expérientiels du patient viennent compléter les savoirs scientifiques de l'équipe soignante. Le patient partenaire est un partenaire à plusieurs niveaux. Il est partenaire de ses propres soins. Il est aussi partenaire des autres patients, de ses pairs, mais il est aussi partenaire de l'équipe soignante et de l'institution. Donc c'est un membre de l'équipe soignante et l'objectif, c'est que ça devienne un membre de l'institution à part entière. Dans l'approche que nous envisageons, ce patient partenaire peut être un salarié de la structure. Et il a à ce titre plusieurs missions. Une mission d'abord d'accompagnement et de soutien des patients et de leurs proches. Il a aussi une mission de transmission de son savoir aux équipes soignantes et de partage de ce savoir avec les patients et avec leurs proches, notamment dans le cadre de programmes d'éducation thérapeutique. Il aide aussi les patients à reprendre le contrôle de leur vie avec la maladie en complémentarité avec l'équipe soignante. Il intervient aussi dans des programmes de recherche et il intervient dans la formation des patients, oui, mais aussi des étudiants en santé et des médecins et des équipes soignantes. Très bien. En tant que patient, comment et quand puis-je avoir recours ou contacter ce patient partenaire ? Donc l'approche du patient partenaire, c'est une approche qui est relativement récente en France, contrairement à d'autres régions du monde où cette approche est beaucoup plus développée, comme le Québec ou la Belgique. En Nouvelle-Aquitaine, nous avons la chance d'avoir eu un appel à projet qui a été proposé par l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui propose de financer un mi-temps de patients partenaires en cancérologie au sein des établissements pour une durée de 18 mois, avec un complément auquel s'engagent les établissements de 18 mois supplémentaires pour ce patient. Donc c'est des patients qui seront recrutés pour une durée totale de 3 ans. L'Institut Bergonié a répondu à cet appel à projet. Nous n'avons pas encore la réponse définitive de l'ARS, mais nous espérons pouvoir mettre en place de manière effective ce partenariat avec ce patient dans le courant de l'année 2021. Au-delà de cette ressource de patients partenaires, il existe de nombreuses autres structures auxquelles les patients peuvent avoir accès, à la fois au sein de l'Institut et en dehors. Donc, au sein de l'Institut, l'ERI, l'espace rencontre information que tu mentionnais, Marie-Laurence, c'est un endroit, un lieu de ressources, d'écoute, d'information, de soutien aussi, où les patients peuvent venir avec leurs proches ou sans leurs proches, sans rendez-vous. Ils peuvent être adressés par l'équipe soignante. Et c'est un lieu où l'objectif, c'est d'accompagner les patients dans leur parcours de soins au sein de l'Institut et en dehors de l'Institut. En dehors de l'Institut, il existe aussi de nombreuses associations qui accompagnent les patients dans leur vie avec la maladie, en particulier l'association
France Colon pour le cancer colorectal, et aussi la Ligue contre le cancer, qui est une antenne, Ligue 33, où les patients sont reçus par des bénévoles et par des professionnels de santé, et où ils sont accompagnés dans leur parcours de soins pour améliorer à la fois leur prise en charge et leur qualité de vie. Donc c'est pendant et après le cancer. C'est ça qui est très important, et il s'agit d'un parcours qui est individualisé et personnalisé. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux 3 experts d'avoir répondu à certaines questions. C'est vrai que cette implication des patients dans le parcours de soins est quelque chose d'assez révolutionnaire en France, mais qui arrive à grande vitesse un petit peu partout. Donc merci pour ces réponses passionnantes. Donc il reste quelques instants, le temps de rappeler que le dépistage du cancer colorectal concerne tout le monde, puisque chaque personne entre 50 et 74 ans reçoit par la poste une invitation à réaliser ce test de dépistage, le test immunologique fécal, tous les 2 ans. On rappelle également que dans certaines situations, il est recommandé de faire plutôt une coloscopie, et donc en particulier en cas de symptômes ou d'antécédents dans la famille. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à votre médecin à ce sujet-là pour savoir ce qu'il faut faire pour vous dans votre cas. Enfin, la dernière chose, c'est que nous allons donc consacrer la semaine prochaine, le mercredi 31, une séance aux réponses aux questions. Donc il y aura une rediffusion de l'ensemble de nos conférences et une séance de réponses aux questions en direct avec plusieurs experts. Donc on aura le plaisir de répondre à vos questions, en particulier sur le thème du dépistage, avec l'implication du Centre régional de dépistage des cancers et son directeur qui viendra pour répondre à des questions sur cette thématique-là, mais pas seulement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires, et il y aura également d'autres modalités pour poser les questions qu'on précisera sur la page Facebook. Donc surveillez bien la page Facebook, et on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine pour cette séance. Merci.